Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une question vertigineuse. Qu'est-ce que la conscience? C'est un peu la base, si on veut, ne serait-ce qu'effleurer l'idée d'une vie après la mort. Tout à fait. Il faut d'abord comprendre de quoi on parle avec ce mot conscience. Notre exploration s'appuie sur une analyse vidéo qui essaye de décortiquer ce mystère. L'objectif, c'est de débroussailler un peu tout ça, entre science, philo... C'est un sujet complexe. Exactement. Alors pour commencer, juste un petit exercice rapide. Prendre conscience de son corps, là, maintenant. Entendre les bruits autour. Qui vit ça? Au-delà des neurones qui crépitent, il y a ce jeu, cette sensation d'être là, de ressentir. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Oui, et c'est précisément ce que les philosophes nomment les qualia. C'est l'expérience subjective, pure, brute. Les qualia. Prenons la couleur rouge. La science peut tout expliquer, la longueur d'onde, la rétine, les signaux dans le cerveau. Mais l'expérience elle-même, le ressenti de voir du rouge. Ce que ça fait de voir rouge. Voilà, ça, c'est intime, personnel. Personne d'autre ne peut y accéder directement. C'est fondamentalement privé. D'accord. La science décrit le mécanisme physique, le comment, mais j'avoue que ça me laisse un peu sur ma faim pour expliquer le ressenti lui-même. C'est ça le fameux problème difficile dont parle David Chalmers. C'est tout à fait ça. Chalmers fait une distinction très nette. D'un côté, le problème facile, entre guillemets bien sûr. Facile, façon de parler, j'imagine. Oui, c'est le domaine des neurosciences. D'accord. Comment le cerveau traite l'info, stocke des souvenirs, réagit aux stimuli. On progresse beaucoup là-dessus. Ok. Et de l'autre, le problème difficile. Pourquoi est-ce que toute cette machinerie neuronale s'accompagne d'une expérience subjective? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas juste des robots biologiques hyper sophistiqués? Des sortes de zombies philosophiques, quoi. C'est l'idée. Un ordinateur peut simuler une réaction à la douleur, mais est-ce qu'il y a quelqu'un à l'intérieur qui la ressent? D'où vient notre monde intérieur? C'est ça le cœur du mystère. Et face à ce mur, quelles sont les grandes hypothèses en jeu, les théories principales? Bon, on peut simplifier en disant qu'il y a 3 grandes familles de pensée. D'abord, le matérialisme strict. Le plus courant, j'imagine. Oui, c'est la vision dominante en science. En gros, la conscience émerge de la complexité du cerveau. C'est une propriété émergente. Comme la fluidité de l'eau qui émerge des molécules H2O. Exactement. Une belle analogie. Donc, pas de cerveau qui fonctionne, pas de conscience. Point. C'est simple, aligné avec la physique qu'on connaît. Logique, oui. Mais ça bute toujours sur le pourquoi du ressenti, non? Pourquoi ça fait quelque chose d'être un cerveau complexe? C'est la critique principale, effectivement. Ce qui nous mène à la deuxième grande idée. Le dualisme. On pense souvent à Descartes. L'esprit et le corps, deux choses séparées. Voilà. L'esprit, la conscience seraient d'une nature différente, non matérielle. L'avantage, si on peut dire, c'est que ça ouvre la porte à une possible survie de la conscience après la mort. Mais alors, le gros X, c'est comment l'immatériel agit sur le matériel. Comment l'esprit pilote le cerveau. C'est le problème classique de l'interaction, oui. Très difficile à résoudre dans ce cadre. D'accord. Et la troisième voie? Alors là, on entre dans du plus spéculatif peut-être, le panpsychisme. Panpsychisme, Mhm. ça veut dire? Ça veut dire que la conscience ne serait pas une émergence tardive liée à la complexité, mais une propriété fondamentale de la matière elle-même. Attendez, comme la masse ou la charge électrique? C'est l'idée. À un niveau très très rudimentaire bien sûr, même un électron aurait une forme de proto-conscience. Notre conscience humaine, riche et complexe, serait alors une sorte d'agrégation, une combinaison de ces consciences élémentaires. C'est assez déroutant comme concept. C'est très contre-intuitif, oui. Difficile à tester aussi, mais ça offre un cadre de pensée radicalement différent. Il y a aussi des théories liées à l'information, comme celle de Tononi. Bref, ça cherche d'autres pistes. Relié aux particules fondamentales. Bon, ok, on a ces théories, mais il y a des cas réels qui semblent un peu défier tout ça, non? Des observations un peu troublantes? Oui, absolument, et c'est là que ça devient encore plus intéressant ou compliqué, c'est selon. On a des témoignages de personnes qui rapportent une forme de conscience pendant une anesthésie générale très profonde. Alors que le cerveau est censé être éteint. Théoriquement, oui, ou du moins son activité fortement réduite de manière globale. Comment expliquer ça? Et puis, il y a des cas neurologiques ahurissants. Vous avez entendu parler que ce jeune Français? Celui qui avait perdu une énorme partie de son cerveau? Oui, 90% de son cortex en moins à cause d'une hydrocéphalie. Et pourtant, il menait une vie quasi normale, fonctionnaire, marié, 2 enfants. Si la conscience est juste le produit du cerveau, comment c'est possible? C'est vrai que ça laisse perplexe. Et les expériences de mort imminente, les EMI? Les gens racontent des choses incroyables alors que leur cœur est arrêté et que le cerveau manque d'oxygène? C'est un autre domaine très débattu.
L'explication la plus simple, c'est de dire manque d'oxygène, chimie cérébrale perturbée, donc hallucination. C'est plausible. Bien sûr. Et ça explique sûrement beaucoup de cas. Mais certains récits sont troublants. Des personnes rapportent des détails précis de ce qui se passait autour d'elles, des conversations, des événements, parfois vérifiés après coup. Des choses qu'elle n'aurait pas pu percevoir normalement. Exactement. Si ces témoignages sont fiables, et c'est un grand si, bien sûr, alors l'idée que la conscience est seulement produite par le cerveau devient plus difficile à tenir. Peut-être que le cerveau est plus un filtre, un récepteur, qu'un simple générateur. Un récepteur. Intéressant comme image. Tout ça, au final, ça remet en question notre notion même d'identité, non? Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Oui, c'est une question fondamentale. Mes souvenirs, ils changent tout le temps. Mon corps, les cellules se renouvellent sans arrêt. Ma personnalité, elle évolue. J'aime bien l'expérience de pensée du téléporteur de Star Trek. Ah oui, le classique. On me scanne, on me détruit ici et pof, on me recrée à l'identique sur Mars. Est-ce que c'est toujours moi, là-bas sur Mars? Bonne question. Si c'est une copie, où est passé l'original? Si c'est la même personne, qu'est-ce qui a voilagé? Juste de l'information? Ça touche vraiment à notre sentiment d'exister et sans doute à la peur de disparaître. Ça montre que la conscience, c'est pas juste un truc abstrait pour philosophes. C'est l'essence de ce qu'on ressent être. En conclusion, on peut dire que la conscience reste peut-être le dernier grand mystère scientifique et philosophique. Et comme on disait, ce n'est pas juste théorique. Non, loin de là. Pensez aux implications pour les patients dans le coma, les décisions de fin de vie. C'est très concret. Comprendre la nature de la conscience, c'est vraiment une étape indispensable avant même de pouvoir aborder sérieusement la question de sa survie potentielle après la mort. Tout à fait. C'est poser les bases. Et peut-être, pour laisser une dernière pensée, pendant qu'on a cette discussion, il y a ce quelqu'un qui écoute, qui ressent, qui pense. Ce soi. Mhm. D'où vient ce soi? Et, peut-être plus étrange encore, où va-t-il pendant le sommeil profond, sans rêve, ou lors d'une perte de connaissance? Ces petites absences, ces mini-morts quotidiennes, est-ce qu'elles pourraient nous chuchoter quelque chose sur la grande interrogation finale?